On va revenir justement sur cette réforme des retraites controversée avec nos invités. Luc Faré, bonjour, vous êtes secrétaire national de l'UNSA Fonction publique. Merci d'être avec nous. Gérard Mardinet, vous êtes secrétaire général de CFE-CGC. On va revenir justement sur cette déclaration à l'hôtel Matignon d'Olivier Dussopt, ministre du Travail, on le rappelle, de l'Emploi et de l'Insertion. Mais avant cela, on va revenir sur les principaux points de cette réforme avec toujours l'âge de départ à la retraite repoussé jusqu'à 65 ans. C'est en tout cas le souhait de la Première ministre. Elle s'est exprimée d'ailleurs dans le Parisien aujourd'hui. On va donc en parler avec vous dans un instant. Mais avant cela, les principaux points de cette réforme avec Christelle Méral. Travailler plus longtemps pour pouvoir toucher sa retraite, c'est le grand principe de cette nouvelle réforme. L'âge de départ devrait passer de 62 à 65 ans d'ici à 2031. Mais ce recul va se faire progressivement selon Elisabeth Borne. Premiers concernés, les personnes nées fin 1961. Elles pourraient devoir travailler 4 mois supplémentaires. Pour ce salarié de la logistique, difficile à imaginer. 65 ans, ça fait tard, on commence à fatiguer. Bon, j'ai des douleurs dans les épaules, il faut décharger les palettes. Une réforme, oui, mais pas celle-ci, selon ses salariés. L'histoire de l'âge, je suis pas sûr que ce soit le bon critère, quoi. Parlons plutôt en termes d'annuité, en termes de trimestre, quoi, puisque c'est en fait ça qui va déterminer le départ au taux plein, quoi. On voulait rééquilibrer un peu le système des retraites et que ça soit plus équitable, et on constate que c'est encore le secteur privé, de toute façon, qui va faire tous les efforts. Détaillé mi-décembre, la réforme sera présentée en Conseil des ministres en janvier, puis transmise au Parlement au printemps, pour une entrée en vigueur avant la fin de l'été. Un calendrier serré et surtout une réforme basée sur l'âge que dénonce ce syndicat. Pour la CFDT, il reste 15 jours de discussion avec le gouvernement pour faire changer les lignes de la réforme. On n'a pas de réponse aujourd'hui sur la pénibilité, on n'a pas de réponse sur l'emploi des seniors. La CFDT attend des réponses de justice sociale, on les a pas aujourd'hui. On va discuter encore pendant 15 jours et si on n'a pas les réponses, on s'opposera à cette réforme. Sans majorité absolue à l'Assemblée et avec une levée de bouclier côté syndicat, la conduite de cette réforme s'annonce compliquée pour le gouvernement. Et on va justement en parler avec nos invités. On commence avec vous, Luc Faré, secrétaire national de l'UNSA Fonction publique. Quel est pour vous le principal point d'achoppement sur lequel vous ne souhaitez pas céder ? Aujourd'hui, c'est la question de l'âge légal. Aujourd'hui, l'âge légal, c'est 62 ans. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on ne peut pas prendre sa retraite avant 62 ans. Demain, avec l'allongement de l'âge légal, ça va passer à 65 ans ou 64 ans. Et pour nous, à l'UNSA, ce n'est pas envisageable, en particulier pour tous ceux qui ont déjà obtenu et travaillé aussi longtemps. Et puis, on va perdre le choix de pouvoir prendre sa retraite à 62 ans. Il y a évidemment aujourd'hui des systèmes de décode, de surcode qui existent. Nous pensons, dans la fonction publique, mais au-delà de la fonction publique, qu'aujourd'hui, il y a d'autres moyens pour rééquilibrer le système. Mais je rappelle que le système, aujourd'hui, est excédentaire. Et donc, demain, il y a plus de personnes qui vont partir à la retraite. Oui, mais on peut peut-être revoir l'un des 3 leviers qui permettraient de corriger, de garder l'équilibre. Parmi ces leviers, il y a la cotisation des salariés, mais aussi des employeurs. Et nous pensons, que c'est sur ce levier que nous pourrions faire des propositions avancées. Et comme d'autres organisations syndicales le disent, il reste 15 jours de discussion dans le calendrier, non pas le nôtre, mais celui du gouvernement. Et nous demandons au gouvernement d'ouvrir réellement des négociations sur cette question du financement et de l'équilibre financier du système. On va poser la même question. On voit bien en tout cas que c'est assez compliqué, c'est spécifique à chaque fois pour certaines tranches. Même question pour Gérard Mardinet, secrétaire général CFE-CGC. Quels sont justement vos points d'achoppement sur les points sur lesquels vous ne souhaitez pas concéder ? Écoutez, c'est d'abord l'augmentation de l'âge légal ou une augmentation de la durée de cotisation, parce qu'il n'y a aucun argument qui le justifie. Et je voudrais revenir notamment, vous avez cité l'interview d'Elisabeth Borne dans Le Parisien. Les chiffres sont implacables, dit-elle. Eh bien non.
les chiffres, et en particulier les scénarios issus du rapport du Conseil d'orientation des retraites, sont des scénarios basés sur des hypothèses. Et ces hypothèses, il faut qu'elles soient réalistes et confortées. Or, elles ne le sont pas. Il n'y a plus de gain d'espérance de vie depuis 8 ans. Et c'est pour ça que nous, on a demandé au ministère de nous fournir un scénario à espérance de vie constante, dont on sait que l'effet sur les ressources et l'équilibre du régime de retraite serait de plus de 10 milliards d'euros. Donc, on attend toujours et on les voit pas très disposés à fournir les éléments. Et encore une fois, donc, il n'y a pas de justification à augmenter l'âge de départ légal. Donc, c'est un peu enfumer les Français. Et nous pensons qu'il est de la responsabilité de notre organisation syndicale, la CFE-CGC, d'éclairer nos concitoyens sur le fait que le gouvernement enfume les Français. Voilà donc pour ces deux positions syndicales. On va en écouter d'autres d'ailleurs dans les 20 prochaines minutes. Nous a rejoint sur ce plateau Benjamin Morel. Bonsoir. Bonsoir, merci d'être avec nous. Vous êtes politologue, maître de conférences en droit public à l'Université Paris de Panthéon-Assas. Une question justement concernant les Français. On vient d'entendre la position des syndicats et qui sont pas forcément, et c'est le cas de le dire, en accord avec ce que propose effectivement l'exécutif. Est-ce que les Français sont prêts, eux, à faire cette réforme des retraites ? Alors, on a une opinion qui s'est cristallisée assez tôt dans cette affaire. Dès en réalité la réforme précédente des retraites, même si évidemment il y a une forme de continuité, vous voyez dès l'été 2019 une opinion se cristalliser et depuis assez peu évoluer, que ce soit lors des grandes grèves de 2019-2020, lors du confinement quand vous avez quelques enquêtes qui testent la réforme des retraites et dans les dernières enquêtes que l'on a pu en avoir, il y a notamment une enquête ELAB ce matin. En réalité, cette réforme, à tort ou à raison, a été perçue assez rapidement, non seulement comme injuste, mais également comme étant plutôt défavorable à la plupart des Français qui lisaient le journal, voyaient les infographies au moment de l'été 2019 et se considéraient comme étant un public qui serait un public potentiellement impacté par cette réforme. Ce qui était extrêmement intéressant en 2019 et qu'on commence à retrouver dans les enquêtes aujourd'hui, c'est que c'est pas une affaire seulement de majorité-opposition. Souvenez-vous, en 2019, par exemple, défilaient dans la rue les avocats. Et donc on voit que même une partie de l'électorat macronien, un électorat plutôt aisé, plutôt centriste, a malgré tout maille à partir, non pas tant avec le principe de la réforme, mais avec l'idée que cette réforme serait vue comme injuste. Et donc ce faisant, pour Emmanuel Macron, pour Elisabeth Borne, faire passer cette réforme impliquera un vrai travail de retournement de l'opinion, un vrai travail de communication. Et avec une telle cristallisation, ça va être extrêmement compliqué, d'autant que, dernier argument, on parle de 10 milliards, 100 milliards d'économies. Évidemment, avec l'argent qui a été mis dans l'économie lors du confinement, ces chiffres qui, jadis, pouvaient effrayer notamment une partie de l'électorat centriste, aujourd'hui impliquent une forme de désensibilisation vis-à-vis de ces dépenses, ce qui fait que cet argument-là a une portée aujourd'hui beaucoup plus limitée qu'hier. D'où un effort de pédagogie pour ceux qui ne l'ont pas lu dans le Parisien. Effectivement, aujourd'hui, grande interview d'Elisabeth Borne qui explique cette réforme. Le problème, selon vous, c'est quoi ? C'est justement que c'est mal expliqué ? En tout cas, ça a été mal vendu dès le départ, si tant est que ça puisse être bien vendu. Encore une fois, je prends pas position, c'est pas mon rôle sur le fond de la réforme. Mais très très rapidement, en réalité, l'idée d'une injustice qui serait inhérente à cette réforme est passée, l'argument qui a été donné, c'est-à-dire sur les différences de niveau de vie selon les catégories de la population. L'idée que, grosso modo, cette réforme serait mal fondée parce que, il y aurait des visions alternatives. Il n'y a pas de naturalisation de l'économie qui ferait que tout d'un coup, cette réforme serait considérée majoritairement par les Français comme fondamentalement nécessaire. Donc toutes ces données-là aujourd'hui sont des données discutées. Dès le moment où vous ne vous basez pas sur un principe de nécessité de la réforme et où vous devez en justifier même la nécessité, les modalités par définition sont encore plus polémiques. Par ailleurs, il faut voir qu'actuellement, il n'y a pas de majorité absolue à l'Assemblée nationale pour voter cette réforme. LR est sur une position ambivalente. On l'a vu notamment lors du débat des ténors de la droite il y a à peu près une semaine chez vos confrères. On voit également que la gauche, évidemment, est en opposition forte vis-à-vis de cette réforme. Si elle devait passer, ce serait à ce stade-là, soit aux conditions de la droite, ce qui risque de fragiliser au cœur même de la majorité, parce que ça impliquerait encore un durcissement de la réforme, soit via un 49 alinéa 3. Or actuellement, c'est pas le seul texte qui n'a pas de majorité. Prenez par exemple le projet de loi Darmanin sur l'immigration. Lui non plus n'a pas de majorité. Il n'y a qu'un 49 alinéa 3 faire le choix qui reste avant le mois de juin. Donc ce faisant, il va falloir faire des choix.
Des choix également concernant bien la fin des régimes spéciaux. Ça fait partie effectivement des retraites. On en parle depuis des années. Stanislas Guerini, le ministre de la Transformation et de la Fonction publique, a également réagi. Il était ce matin notre invité sur France Info. Je vous propose de l'écouter et on en parle avec vous juste après. C'est une réforme de responsabilité et de justice. Et la justice, c'est effectivement de mettre en extinction de façon raisonnable. Vous voyez, avec les nouveaux entrants, les régimes spéciaux. Vous n'avez pas peur d'embraser le pays alors que la SNCF est en grève, GRDF est en grève et concerné donc par la suppression de leur régime spécial? Ça ne doit pas nous faire reculer sur des réformes qui sont absolument nécessaires pour le pays. On a un mandat démocratique pour ça. Le président de la République a été élu pour réformer. Voilà, c'est toute la difficulté parce que c'est effectivement une promesse d'Emmanuel Macron. Luc Faré, justement, l'extinction, comme le dit le ministre des régimes spéciaux. Écoutez, nous, à l'UNSA, on considère que ce qui a été et ce qui a permis de faire fonctionner des services publics comme celui de la RATP, celui de la SNCF, celui de l'énergie, aujourd'hui, il y a des raisons pour lesquelles il existe ces régimes spéciaux et il n'y a pas de raison fondamentale aujourd'hui pour les remettre en cause. Mais je vais aller un peu plus loin. Dans la fonction publique, nous n'avons pas de régime spéciaux en tant que tel, nous avons d'autres particularités, nous avons le service actif et en particulier qui permet aux policiers, qui permet aux douaniers, qui permet aux égoutiers de pouvoir bénéficier de règles un peu spéciales qui leur permettent de partir un peu plus tôt et nous le défendons et nous avons obtenu du gouvernement que ce régime service actif soit maintenu pour les agents publics. Par contre, nous demandons d'ores et déjà au gouvernement s'il doit y avoir des améliorations, c'est de tenir compte de la pénibilité. Et dans la fonction publique, aujourd'hui, il n'y a pas de prise en compte de la pénibilité. Et nous demandons, nous, au titre de l'attractivité, que la pénibilité soit prise en compte, par exemple pour les infirmiers. Les infirmiers du secteur public, aujourd'hui, qui travaillent la nuit, ne bénéficient pas du principe de pénibilité pour travail de nuit. Alors que si vous travaillez dans l'hôpital privé, qui se trouve juste en face de l'hôpital public, eh bien, les infirmiers vont en bénéficier. Donc, au titre de l'attractivité, au titre de l'égalité, nous pensons qu'il y a des réformes à faire, des choses qui sont à prendre en compte pour améliorer les dispositifs. Et de toute façon, à partir du moment où c'est une réforme paramétrique, le gouvernement dit qu'elle doit être plus juste. Nous, nous disons à l'UNSA, il y a des améliorations à avoir pour qu'il y ait plus de justice. Il faut que le gouvernement puisse entendre ce que nous lui disons. Et en ce qui concerne l'âge légal, puisque c'est le cœur de sa réforme, nous savons d'ores et déjà que les perdants qui vont perdre si l'âge légal bouge, ce sont les plus petites rémunérations. Ce sont les gens qui gagnent le moins parce qu'ils vont devoir travailler plus longtemps et puis parfois ils sont sans emploi. Et le fait d'être sans emploi quand on passe à la retraite, eh bien ça fait un gain de pouvoir d'achat. Et attendre 2 ans ou 3 ans de plus, c'est un véritable problème. Et d'ailleurs, c'est pas moi qui le dis. Si on rajoute tous les effets qui sont induits par l'allongement de la durée liée à l'âge légal, eh bien, on va mettre sur la table 3,6 milliards d'euros. Et donc, il va falloir aussi que, hors chômage, parce que là aussi c'est une question importante, d'autant plus que le gouvernement a décidé de bouger la barre de durée de prise en compte du chômage en le réduisant à 27 mois. Donc aujourd'hui, nous pensons que tous les éléments sont réunis pour que cette réforme soit mal comprise, soit injuste. Et nous disons d'ores et déjà au gouvernement, profitons des 15 jours qui viennent pour essayer de rééquilibrer et pour tenir compte de ce que nous demandons, c'est-à-dire des améliorations et non pas, je vais le dire comme ça, un changement qui n'est pas nécessaire et qui n'est pas utile. Et c'est pas moi qui le dis, c'est le Conseil d'orientation des retraites, mais dont le pays n'a pas besoin aujourd'hui. Prêt donc à discuter, c'est effectivement ce que expliquait il y a quelques minutes Olivier Dussopt, ministre du Travail, à l'hôtel Matignon. Et dites-vous, les organisations syndicales, on l'écoute. Je respecte la position de tous les partenaires sociaux, organisations d'employeurs, organisations syndicales. Et je sais que les organisations syndicales ne sont pas favorables à un relèvement de l'âge de départ. C'est un point, c'est un fait. Nous pouvons aussi acter un certain nombre de désaccords dans une discussion.
Ces différences ne doivent pas nous empêcher de continuer, c'est le cas, ne doivent pas nous empêcher de continuer sur d'autres thèmes. Lorsqu'on évoque le travail des seniors, lorsqu'on évoque la prévention de l'usure, lorsqu'on évoque la manière dont nous voulons accompagner celles et ceux qui ont des carrières très longues et à qui nous n'allons pas demander de cotiser 47 ou 48 ans pour bénéficier d'une retraite à taux plein, nous pouvons trouver des points de convergence. Et ça ne signifie pas, parce que nous serons d'accord sur un point, 2 points, 3 points, que nous sommes d'accord sur tout. Voilà, c'est le moins qu'on puisse dire, vous n'êtes pas d'accord sur tout. Gérard Mardinet, cette main tendue finalement du ministre du Travail, vous l'entendez, mais est-ce que vous pensez que d'ici 15 jours, on va réussir à trouver un point d'accord ? Ça me paraît très difficile parce qu'on a l'expérience des 2 premiers cycles de concertation qui se sont déroulés. Le ministre parle de l'emploi des seniors. Nous, on a discuté, on a fait des propositions concrètes parce que si nous, on est d'accord pour augmenter l'emploi des seniors, il n'est pas normal que des gens dans la tranche 58 à 62, 63 ans, il y en a une telle proportion qui ne soient plus en emploi parce que les employeurs les ont mis dehors, soit en rupture conventionnelle, soit par licenciement. Mais cette augmentation du taux d'emploi des seniors, elle doit se faire dans la tranche d'âge 58, 59 ans à 62, 63 ans, qui correspond aux dispositions légales d'âge de départ qui sont en vigueur actuellement. Il ne faut pas aller chercher à faire travailler les gens entre 63 et 67 ans. Enfin, pas majoritairement. Aujourd'hui, l'âge moyen de départ, c'est déjà 63 ans. Et en 2030, ça sera 64 ans. Donc, il ne faut pas aller chercher plus là-dessus. Et nous, on sent que les concertations, parce qu'il y a eu un relevé de discussion qui nous a été transmis, c'est plus des petites mesurettes. Comment on pourrait faciliter l'embauche des gens qui ont 62 à 65 ans, alors que les entreprises les mettent dehors à 59, 61 ans. Vous pensez que c'est pour qu'ils aillent embaucher des gens à 62 ou 63 ans? Donc c'est un peu du cinéma, tout ça. Et nous, on est très attachés à ce que ça soit des mesures concrètes. Parce que si on augmentait significativement le taux d'emploi des seniors dans la tranche 58 à 62 ans, eh ben, ça serait plus de 10 milliards de cotisations supplémentaires pour nos régimes de retraite. Et c'est un argument supplémentaire pour dire qu'il n'y a pas matière à augmenter l'âge pour une question d'équilibre financier des régimes dont le corps lui-même a dit que c'était pas un problème. Benjamin Morel, puisque vous enquêtez sur les opinions des Français en tant que politologue, vous avez le sentiment que les Français, le problème, il repose sur quoi? Sur cet âge, justement, ou sur d'autres paramètres? Alors l'âge est un élément qui est évidemment un élément central, tout bêtement, parce que c'est quelque chose de chiffré, de symbolique, quelque chose qui, eh bien, du point de vue de la communication politique, est extrêmement fort, représente un levier de mobilisation. On l'a vu, 2019-2020, la plus longue grève de la Ve République. Donc représente réellement un levier de mobilisation qui est un levier de mobilisation extrêmement important. Ensuite, vous avez le rapport à l'égalité. Ce qui a frappé lors de la première réforme des retraites en 2019-2020, et ce qui là encore se cristallise dans l'opinion, c'est l'idée qu'il y aurait une inégalité face à la retraite, qu'il y aurait une inégalité entre les Français les plus pauvres et les Français les plus riches, et que donc, ce faisant, il y aurait un risque. Le gouvernement, jadis et encore aujourd'hui, vous parliez tout à l'heure des régimes spéciaux, a tenté de renverser l'argument en disant qu'en réalité, les réformes seraient des réformes égalitaires, justement, eh bien parce qu'elles permettraient de ranger tout le monde à la même enseigne, notamment les régimes spéciaux. Cet argument n'a pas réellement la première, tout bêtement, parce qu'on a eu un effet de grève par procuration. Les Français, quand vous les interrogez, n'aiment pas vraiment les régimes spéciaux, à tort ou à raison. En revanche, ils ont conscience que ceux qui aujourd'hui, eh bien, disposent de ces régimes spéciaux sont également ceux qui souvent ont la capacité, eh bien, d'avancer les revendications, tout bêtement, en bloquant un certain nombre de services, de transports, etc. Ce qui peut apparaître impopulaire, sauf quand la cause elle-même est populaire et qu'elle apparaît comme étant touchant tout à chacun. Et c'est ce que l'on a vu en 2019-2020. Il n'est pas évident que si jamais la réforme doit avancer, si jamais on commence à avoir des grèves importantes, des mobilisations, si jamais il y a des blocages, eh bien ceci ne soit pas populaire comme il l'avait été jadis, avec qui plus est une assemblée qui est une assemblée aujourd'hui très clivée, où vous pouvez avoir des phénomènes d'obstruction, ça devient assez compliqué. Il faut voir que tous les phénomènes d'obstruction sous la Ve République qui ont fonctionné avaient toujours 3 piliers. Un premier pilier qui était une opposition qui savait faire de l'obstruction, comptait aujourd'hui sur la NUP pour savoir faire de l'obstruction. De l'autre côté, des mouvements sociaux qui montaient dans la rue, et l'obstruction n'a qu'un objectif, essayer de fixer le gouvernement sur le texte tant que les mouvements sociaux s'amplifient. Et un troisième élément,
une majorité qui se divise. Aujourd'hui, il n'y a pas de majorité absolue. Et si jamais la réforme devait se faire aux conditions de LR, il est probable qu'une partie de l'aile gauche de la majorité, très rapidement, morigène et reguimbe. En tout cas, le gouvernement va être obligé de négocier, et c'est ce qu'il fait. Mais on sent bien également qu'il y a une inflexion, notamment sur l'âge du départ à la retraite. Et c'est ce qu'expliquait tout à l'heure Olivier Dussopt, le ministre du Travail. 65 ans, peut-être moins, c'est à négocier. On l'écoute. Nous n'avions pas de tabou, que nous étions prêts à regarder d'autres scénarios, y compris un scénario avec un âge de 64 ans et une accélération de la mise en œuvre des dernières réformes. Ça fait partie des choses sur lesquelles nous concertons les partenaires sociaux. La réforme n'est pas ficelée, elle n'est pas arrêtée. Et donc, nous regardons et par ailleurs, nous attendons, et j'attends des partenaires sociaux aussi, qu'ils fassent eux-mêmes des propositions pour financer, garantir les nouveaux droits que beaucoup d'entre eux souhaitent créer assez légitimement. Ça tombe bien, puisque vous en faites des propositions. Et on le voit bien, cette réforme, selon lui, n'est pas ficelée, n'est pas actée. Moi, j'entends ce que Olivier Dussopt dit en tant que ministre. Nous, ce que nous lui disons, c'est qu'il y a 3 leviers pour rééquilibrer un régime de retraite. Il y a l'âge légal, c'est ce que veut toucher le gouvernement. Nous sommes opposés à ce levier-là. Nous pensons que c'est juste de pouvoir partir à 62 ans parce qu'on a déjà une carrière complète et on a vu et on sait que certaines personnes partiront plus tard parce qu'ils ont commencé plus tôt dans leur carrière. Le deuxième levier, c'est le levier du financement et nous disons, c'est ce levier-là qu'on doit aujourd'hui actionner, c'est-à-dire demander aux employeurs, y compris les employeurs publics, de cotiser davantage pour pouvoir rééquilibrer le régime financièrement. Et le troisième levier, c'est la durée de cotisation. Mais nous considérons que 43 ans aujourd'hui de travail, puisque pour la génération née en 1973 et après, c'est déjà beaucoup. 172 trimestres, c'est déjà beaucoup. Donc nous pensons que le levier le plus sage, au regard de l'économie, au regard du produit intérieur brut, parce que c'est un des éléments qui est mis sur la table par le gouvernement, nous pensons que nous pouvons, dans la 7e ou 5e puissance économique du monde, pouvoir consacrer pendant 10 ans un peu plus d'efforts sur la question du financement des retraites. Et je le dis parce que le Conseil d'orientation des retraites le dit, nous ne sommes pas dans une situation où les régimes sont déséquilibrés, où il n'y a pas de perspective. À partir de 2037, tout est redevenu à l'équilibre selon le Conseil d'orientation des retraites. On a donc une dizaine d'années un peu difficiles à passer et nous pourrions tous collectivement faire ce choix. En tout cas, c'est ce que nous proposons à l'UNSA. En tout cas, cette réforme des retraites n'est pas ficelée et n'est pas encore arrêtée. C'est expliqué tout à l'heure Olivier Dussopt. La question qui se pose, effectivement, et vous l'évoquiez tout à l'heure, c'est avec quelle majorité ? Eh bien là encore, le ministre a tenté d'y répondre. La réforme sera présentée par le gouvernement, par les chefs du gouvernement et moi-même pour un examen pendant l'hiver, pardonnez-moi, et une mise en œuvre dès le début de l'été 2023 pour les premières mesures de la réforme des retraites. Et donc c'est cet échange que nous avons eu pour faire un point d'étape tout simplement sur là où nous en sommes de ce travail. Benjamin Morel, c'est toute la difficulté, c'est comment faire passer cette réforme. C'est compliqué aujourd'hui. Politiquement. Politiquement, on voit déjà des difficultés au sein même de la majorité. Entre la réforme rêvée par Édouard Philippe, qui parle même de 67 ans, et celle de la gauche de la majorité, qui a toujours été un peu en délicatesse, parce que, comme je le disais, cette réforme, elle clive au sein même de l'électorat de la majorité. Or, un député qui veut être réélu, surtout si Emmanuel Macron ne peut pas se représenter, ne peut pas réellement se payer le luxe, surtout quand il vient de gauche, et qu'il demeure dans une circonscription penchant plutôt au centre-gauche, et bien d'une réforme fondamentalement impopulaire dans cette base électorale. Donc déjà au sein de la majorité, il y a des problèmes. Et ensuite, à l'extérieur, la NUP ne votera pas, le RN ne votera pas, ne reste que LR. Mais si LR accepte de voter sur un élément qui est très clairement un élément aujourd'hui distinctif de la droite, ce ne sera pas à bas prix. On a vu lors de encore une fois, du débat des ténors LR que certains même, Aurélien Pradier, disaient non. De l'autre côté, vous avez un Éric Ciotti qui n'est pas non plus extrêmement friand de cette réforme. Donc, pour LR, voter cette réforme, c'est d'une certaine façon donner la main à la majorité, à Emmanuel Macron, ce qui, dans son électorat, peut être mal pris. Si jamais LR vote,
ce ne sera qu'en y mettant le prix, c'est-à-dire en exigeant que la réforme soit largement durcie. Et là, la majorité dont je parlais, notamment le centre-gauche de la majorité, risque d'y trouver à redire. Donc on voit qu'actuellement, ça risque d'être extrêmement difficile, 149 alinéa 3, de disposer d'une majorité sur cette réforme. Et ça, pour le gouvernement, ça implique que si vous lancez le projet de loi dans la machine parlementaire, vous n'êtes ni tout à fait sûr, qu'il passe, et de s'il doit passer, dans quelle forme et selon quelle modalité, avec quel amendement adopté, il sera finalement adopté. C'est effectivement toute la difficulté. On va essayer de donner la parole justement à toutes les organisations syndicales et ça tombe bien puisque tout à l'heure Frédéric Suot, le secrétaire FO pour les retraites, en parlait de ces retraites. Il était notre invité, on l'écoute. On ne comprend même pas pourquoi l'article du Parisien aujourd'hui, ce qu'il apporte, sauf à vouloir tester les organisations syndicales ou les citoyens pour savoir s'ils sont en désaccord. Alors nous le sommes en désaccord. Pas de recul de l'âge de départ, pas d'allongement de la durée de cotisation. Enfin, en même temps, les mêmes économistes qui nous disent que notre régime sera déséquilibré nous disaient qu'il serait déséquilibré en 2020 et 2021 et on fait plus 5 milliards d'excédents budgétaires liés aux cotisations. Donc, demain ou après-demain, alors, on se revoit, je crois, la semaine prochaine. Mais si le gouvernement persiste et que si pour lui c'est la mère des réformes, pour nous ce sera la mère des batailles. Il n'y aura pas de sujet, et quelles que soient les organisations syndicales. On a quand même le sentiment, lorsque l'on entend effectivement ces différentes organisations syndicales, qu'on aura du mal à trouver un consensus. Ah bah bien sûr, parce qu'il y a à la base un gros flou. C'est que vous prenez la lecture du projet de loi de finances pour 2023 qui a été présenté au mois de septembre. Il est clairement dit que la réforme des retraites doit contribuer aux économies budgétaires et en particulier pour financer des baisses d'impôts pour les entreprises, si vous voulez. Donc là, il ne faut pas être dupe. Il n'y a pas de problème de financement de nos retraites et on veut utiliser les cotisations, y compris celles qui ont été faites dans le passé, pour financer d'autres éléments. Eh bien, nous, on dit non. Si le gouvernement veut avoir des ressources supplémentaires, qu'il lutte efficacement contre l'évasion fiscale et la fraude fiscale, là, il y a des gros trucs à faire, qui mettent en place une loi pour une gouvernance responsable des entreprises, qui ferait que la priorité serait donnée à créer des emplois en France et à de l'investissement en France, plutôt qu'à donner plus de 30 milliards d'euros par an pour financer la retraite de ceux que j'appelle nos amis anglo-saxons, si vous voulez. Donc là, il y a des vrais sujets. Et le gouvernement, clairement, ne s'attaque pas à ce qui serait le plus indispensable pour l'avenir de notre pays. Benjamin Morel, la difficulté aussi, c'est que Emmanuel Macron a été élu sur ce programme aussi. Et que finalement, c'est son deuxième et dernier quinquennat et que s'il souhaite cette réforme, il l'a dit. Alors, il y a plusieurs volets dans la réforme. Souvenez-vous, le grand débat lors de l'épisode 2019-2020, c'est paramétrique ou bien systémique. Et là, on a un Emmanuel Macron qui a été élu sur une réforme qui est une réforme systémique. On voit malgré tout qu'aujourd'hui, on a quand même une démarche qui est essentiellement paramétrique. Et donc, on voit que pour Emmanuel Macron également, c'est le symbole de cette réforme qui est important, notamment l'âge. Et il faut bien voir qu'Emmanuel Macron ne vient pas d'une grande tradition politique. Il ne charrie pas une identité socialiste, gaulliste, etc. La base du macronisme, c'est une forme de pacte avec son électorat. Je serai un réformateur et je réformerai parce que je ferai ce que les autres n'ont pas fait. Grosso modo, les autres ont renoncé, moi je ne renoncerai pas. Et c'est vrai que cette réforme des retraites, qui électoralement ne va probablement rien lui rapporter, peut même être extrêmement dangereuse pour lui, eh bien, il la traîne un peu comme un symbole, le symbole d'un chef de l'État qui s'est engagé et qui donc doit tenir les choses jusqu'au bout. Est-ce qu'il serait raisonnable ou pas de renoncer ? On peut dire qu'aujourd'hui, c'est pas forcément la meilleure période pour mener cette réforme. Crise du pouvoir d'achat, relativisation des milliards après le confinement, comme je l'évoquais tout à l'heure. On a une opinion qui, à ce stade-là, est déjà chauffée à blanc. Une réforme des retraites impopulaire dans cette cocotte minute-là, ça reste un choix politique qu'on peut contester ou en tout cas sur lequel on peut s'interroger. Mais a-t-il le choix compte tenu du calendrier ? C'est toute la question. En tout cas, merci à tous les trois d'avoir débattu. On en reparlera bien évidemment dans les prochaines semaines et sur France Info.